Parti. Ouais, le compteur rond. Bonjour à tous, bienvenue chez Astro City, samedi 8 octobre 2022. On a la chance aujourd'hui d'accueillir chez nous un romancier, un écrivain, un essayiste, un chroniqueur, tout ça dans un seul et unique corps, celui d'Alain Plaisant, que vous allez découvrir très bientôt. Donc voilà, on a le plaisir donc de vous présenter, au moins pour le début de cette lecture, Alain Plaisant, mieux connu sous le nom de Alain Plaisant. C'est bien ce qui me semblait, voilà. On va le laisser parler un petit peu d'abord et puis après on va faire une petite lecture. Voilà, à toi de jouer là. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être dans un endroit où on peut rencontrer son lectorat et je suis à la disposition des gens qui souhaiteraient me poser des questions. Alors, j'avais envie d'ouvrir cette lecture par une nouvelle qui est assez ancienne, mais qui flirte un peu avec l'univers du comics. Puisqu'ici c'est une boutique qui est spécialisée dans le comics. Il se trouve que j'ai commencé tout d'abord par écrire des short stories qui doivent beaucoup à certains auteurs de comics que vous allez retrouver peut-être dans la lecture. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vais d'abord vous lire cette nouvelle et puis vous jugerez par vous-même. Donc la nouvelle, ça s'appelle La nuit où Hank est parti. Alors pour ceux qui savent qui est Hank, je ne vais pas m'étaler plus longtemps et je vais commencer par lire. Quelle plus grande immortalité que de se faire son paradis en enfer. C'est un vieil homme qui écrit à rideau fermé, en t-shirt et boxer short, tout store baissé. Il tape sur le clavier de sa machine avec force et rage, comme un poing moyen qui livre un combat pipé, mais refuse de se coucher. Et les mots s'inscrivent dans la chair et la pulpe du papier, avec un claquement sec, semblable à celui d'une main gourmande et avide, cinglant une fesse nue. Il parle de choses simples et pathétiques, d'un pneu à plat qui chuinte comme un asthmatique, du voisin ivre qui cogne sur sa femme en beuglant des horreurs, derrière la tapisserie, des arrêts de bus déglingués, des carrés de pelouse pisseux, de la taulière, avec ses bas avarices et ses gros bras blancs, qui réclame son loyer comme une vengeance sur sa vie, des voitures désossées qui pourrissent sous les palmiers vérolés, tels les survivants d'une race éteinte, exténuée. De choses simples et vraies. Dans une heure ou deux, peut-être avant, selon ce que son corps réclame, il descendra jusqu'au coin de la rue chez le Coréen, chiner un autre pack de Bud et 2 bouteilles de Moscatel. Eh, mets ça sur ma note, Daddy-san. La nuit est encore jeune, pas encore ivre. La radio diffuse en sourdine du jazz ou du classique. Ellington, Coltrane ou Borodine. Pas de ces merdes à la mode pour jeunes étudiants pleins aux as. Lorsqu'il sent son bras s'engourdir, il se lève et esquisse un vague pas de danse. Puis il s'assoit sur son lit défait et raconte des conneries romantiques à la poupée qu'il a trouvée en bas, dans une poubelle. Elle avait les yeux de Liz Taylor et ne posait pas de questions, n'exigeait pas de réponse. Elle serait toujours là. Elle lui a tout de suite plu. Il murmure dans un sourire « Hé, mignonne, pourquoi se prendre d'un roman quand tu peux cracher la même chose en 10 lignes ?» Puis il retourne s'installer. Son gros corps est tout couturé d'écriture. Sa gueule mal rasée lui donne un air d'ours mal léché. Mais quand il pose ses pattes sur le clavier de la machine, c'est un papillon léger, drôle et poignant qui guide son geste. « Ah, faut que je joue encore les lézards, et je ne suis même pas fichu de seulement lasser mes souliers. Ah, que les autres s'y collent, laissez-les gagner, laissez-moi dormir. » Dans un cadre sur la table de chevet branlante, une photo de lui et de Linda, sa dernière femme. Elle s'abandonne sans retenue contre sa poitrine de géant, pieds nus sur le trottoir, au milieu des hibiscus. Ses yeux, à lui, sont plissés de bonheur, vieux lion qui accepte le temps d'une pause de rentrer ses griffes et de faire comme si. C'était à l'époque où il était postier. Dostoïevski pendant les pauses, sous le regard méprisant des joueurs de cartes et de canasson, cassés en deux au casier de tri, au milieu de petits chefs incultes pour qui votre existence est déjà une injure. Avec la surveillante naine qui surveillait la sortie en fumant sa clope. Et puis retour à la turne surchauffée. Enfer domestique, avec le vieux ventilo qui brassait ce qu'il pouvait d'air vicié. Et Frances qui tournait dans la pièce, avec son gros ventre et son air satisfait. Impossible de torcher la moindre ligne.
Fausse couche, divorce éclair. Et lui qui bat de l'aile dans l'écriture, comme un moineau qui cherche son envol, et se fracasse sur le pavé du réel. Puis Linda qui déboule et qui accepte tout. La bouteille et les slips merdeux. Linda et son souffle dans sa bouche, sa bite dans son ventre, qui insuffle la vie et le verbe. Il se lève et jette un œil entre les lames du store vénitien. Sous le réverbère, un jeune couple profite de la douceur de cette nuit californienne. La fille a la tête rejetée en arrière. Elle offre sa nuque au baiser de son compagnon, suave vampire, qui la tient comme on le ferait d'une coupe fraîche, tendre et insouciant sous les étoiles. Sur le papier machine, ces quelques lignes, déposées par la marée de la nuit. Il y a un oiseau bleu dans mon cœur qui veut sortir. Et je suis trop fortiche pour lui. Je dis, reste tranquille, tu veux me faire piquer, tu veux casser ma baraque, tu veux faire baisser mes ventes en Europe. Mais il chante un peu, là-dedans. Je ne l'ai pas complètement laissé. Hank s'étend sur son lit défait et ferme les yeux. Sur sa rétine s'imprime le visage d'une jeune femme en maillot qui saute en riant dans les vagues du Pacifique. Demain, il le jure, il ira nager avec elle. Voilà, cette nouvelle-là s'appelle La nuit où Hank est parti. Et c'est tiré de C'est l'ouvrage. tiré de Rester en vie. Voilà. C'est un livre que tu Rester as en écrit vie. à quelle époque ça? Alors, Rester en vie, il est sorti en 87, je crois. C'est le deuxième. Le premier que j'avais sorti s'appelait Bandoulière. Il traitait davantage. Enfin, c'était déjà une série de nouvelles, mais des nouvelles qui étaient plus ancrées sur le monde du travail. Ouais, c'est très social par moments. Voilà. À l'époque, c'est pas ce que je pense de ce que j'avais écrit, mais les gens qui l'avaient lu avaient rattaché ça à Dan Hanks. Mmh. Ce Oui. qui, Le bon, côté- c'est plutôt un ça se prend. c'est plutôt un compliment. Ma deuxième question, c'est tu dis qu'il y a un rapport serré avec les comics sans les nommer jamais. Et on sait bien, on a bien compris qu'il ne s'agissait pas de comics au terme, dans le sens le plus classique du terme, avec des capes et des rayons laser. Mais à quel titre particulier tu veux faire référence et dans quelle mesure tu as voulu vivre ou écrire à côté de. Alors bon, dans l'univers du comics, il y a des gens que j'adore, notamment David Lapin. Pour moi, c'est ce qu'il fait, c'est. Après, ça transparaît pas dans le texte que je viens de lire, mais il y a Daniel Close, Mhm. qui est quelqu'un que j'adore aussi. Adrian Tomin, qui est, lui, je le porte au pinacle, quoi. Pour moi, c'est peut-être le plus grand auteur. Pour moi, c'est même plus du comics, quoi. Mhm. C'est au-delà, c'est un univers très particulier. D'ailleurs, Jacques Audiard s'y est pas trompé, puisqu'il a adapté certaines de ses nouvelles. Il a sorti un film que j'adore, Les Olympiades. Après, dans le comics, ça ne veut pas dire pour autant que je dédaigne les comics de super-héros. Hein. Je trouve que le travail que Matsukeli a fait sur Batman, c'est extraordinaire. Après, il y a d'autres auteurs dont j'ai oublié le nom et qui est décédé cette année, Tim Sale. Mhm. Voilà. Mais je suis pas familier, D'accord. je suis pas, on va dire, un comics fan qui vient chercher. Non. Et je pour picore autant, un peu. dans ce texte-là, moi je trouve qu'on voit bien le parallèle avec l'ambiance qu'on devine ou qu'on sent ou qu'on lit à travers les écrits de la femme, justement sur Strabolette, où il y a une espèce ça suinte la misère sociale, ça suinte la violence qui sourde, qui va exploser. Ce qui m'intéresse, je dirais, dans ces différents auteurs, parce qu'ils sont tous une palette assez Mhm. étendue, c'est une espèce de désenchantement. Mais en même temps, ce désenchantement n'est pas amer. Il y a tout le temps une espèce de classe qui les met un rang au-dessus. Mhm. Et ça, c'est bien. C'est Tu c'est donnes des une gens qui existence, s'apitoient pas. ouais. Tu leur donnes une existence et puis Voilà. Donc, une dimension. donc là, c'était le premier texte que j'avais envie de vous lire. J'en ai sélectionné un deuxième. Un deuxième qui s'appelle Quand vas-tu te décider à grandir? Alors ça, je vais le chercher. tu peux le présenter un peu? Quand vas-tu te décider à Alors, grandir?
Voilà, ce texte, quand tu te décidais à grandir, à l'époque, je lisais beaucoup les nouvelles du 87e district, les Ed McBain. Ed McBain, c'est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, c'était une manière de lui faire un coup de chapeau. Après, je sais pas si c'est réussi. Hein. Peut-être que si Ed McBain, c'est qui ce franchouillard voilà. Mais bon, donc ça s'appelle Quand vas-tu te décider à grandir? Et puis, voilà. Le gamin, adossé contre le tronc d'un vieux chêne, s'amusait à planter son cran d'arrêt dans le sol. 4, 5, 6, 7 fois de suite, à demi inconscient. Embrumé par le mélange bière-rohypnol, les yeux vitreux, le corps agité de spasmes nerveux. Chouette lame qu'il avait là, échangée au grand de la cité U contre 2 paquets de blondes, chippés dans l'armoire du vieux, un soir où il était rentré bien trop saoul pour se rendre compte. Il en aimait la texture et aussi le son sifflant qu'elle émettait lorsqu'elle frappait la terre. D'ordinaire, cette occupation un peu vaine l'amusait. Mais aujourd'hui, il ne ressentait aucune joie. Il n'éprouvait plus qu'un sentiment indéfinissable et vertigineux. Mélange entêtant et douceâtre, fait d'absence et de vide. Il sentait la terre se dérober sous ses pieds, mais il s'en foutait. Alors, il fourra prestement la lame dans sa poche arrière et se mit à chalouper le long des blocs. Tout ce qui d'ordinaire constituait et structurait son univers, le rire et le chahut des gosses, les mères et leurs poussettes arthritiques, leur sempiternelle histoire d'allocation qui tardait et de mari un peu trop cogneur, la recherche de mégots ou d'une pièce de monnaie égarée, tout lui semblait fade, dérisoire et comme privé du moindre sens. Le monde s'était soudain mis à tourner sur un axe différent, dont il ne maîtrisait plus la marche. Il commença à sortir le couteau sans enthousiasme, puis il décida de laisser tomber et s'éloigna de plus en plus mal à l'aise, victime d'un besoin lancinant, presque insoutenable, qui lui comprimait la poitrine. Tout avait changé, mais rien n'était différent. Quelque chose grondait en lui et exigeait soudain autre chose, avec une rage mal maîtrisée, comme un barrage qui rompt soudain sa digue et ne choisit pas ses victimes. Ces rues, qu'il connaissait par cœur pour les avoir empruntées en tous sens, n'étaient plus les siennes. Rien n'y faisait lien. Il continua à y errer, cherchant l'essentiel, sans savoir le nommer, en être de peu de mots, plongé dans cette dimension terrifiante du temps, où le passé meurt, sans qu'on ait la sensation de l'avoir vécu, alors que l'on ignore si l'avenir aura le moindre attrait. Il s'arrêta pendant quelques minutes, hébété, se demandant ce qu'il pouvait faire désormais, reprenant instinctivement le chemin de la maison, les yeux pleins de larmes, la gorge nouée. Il n'entendait plus les bruits rassurants de la rue, juste un bourdonnement confus et grotesque, à la tonalité vaguement menaçante. Un gémissement de douleur irrépressible jaillit de lui comme une source indomptée et fit virer sa glotte. Il repensa à cet après-midi de décembre, où le vieux l'avait emmené en balade, sous la neige, et où il s'était essayé à placer ses pas dans les empreintes laissées par son père. Il essayait de revivre ces instants trop rares, s'y accrochant de toutes ses forces, comme noyé. Mais la joie et l'émotion avaient déserté la berge. Il se rappelait les faits, et uniquement les faits, et rien de plus. Tremblant, il dut s'y reprendre à plusieurs reprises avant que la lame ne pénètre entre ses côtes et ne l'apaise enfin. Quand les îlotiers firent ronde ce soir-là, ils crurent d'abord à un gosse endormi, abruti par la chaleur qui paralysait la cité, et continuèrent leur chemin. Waouh. Waouh. Tu te rends compte de tout ce Quand que... Charlie, Ouais, quand même, hein. Ça me secoue. C'était... La fin est... Waouh. Merci. Et, je retrouve, ce sont des textes qui sont assez anciens, et ce texte-là, il était pour mon fils. Ouais. Voilà. Waouh.